l'a interrogé là-dessus, à savoir qu'est-ce que ça vous ferait demain si vous étiez remplaçant, puisque Gonzalo Ramos avait marqué le match face à la Croatie. Il me l'a dit, mais moi, moi je suis là pour aider, c'est pas moi qui fais l'équipe, quoi. Donc effectivement, c'est pas lui qui fait l'équipe. Et celui qui fait l'équipe, il a décidé que c'était un élément indispensable. Fait une équipe pour jouer autour de lui, alors dans ce cas-là. Et c'est pas ce qu'on a vu. Donc là, il va y avoir, la Fédé va devoir gérer ça. Il y a la question de l'après. Je veux bien, mais tu sais très bien que Cristiano, il n'y a aucun monde où c'est possible qu'il aille sur le banc et qu'il dise c'est le coach, je respecte. C'est impossible en fait. Moi, le sentiment que j'ai là, c'est que Roberto Martinez il s'est foutu de notre gueule. Nous sommes en 1973 à Balaguer, commune située sur le Segre en Catalogne, année qui vit la naissance du petit Roberto Martinez. Wow. Attends, mais on en a rien à foutre de ça. Tu me permets, on va aller directement dans le gras, Roberto. Après l'Euro 2016 et une sortie par la petite porte contre le Pays de Galles en quart de finale, décrié par beaucoup de monde, notamment certains de ses joueurs sur ses faiblesses tactiques, Marc Wilmots mettra un terme en accord avec l'Union belge sur sa fonction de sélectionneur. Puis à cela, beaucoup de noms circulaient pour prendre sa succession, Rudy Garcia, Michel Prudhomme, Laurent Blanc, et ce sera finalement l'Espagnol Roberto Martinez qui arrivera à la tête de l'équipe. Fort de son expérience en première ligue où il réalisera la montée de Détroit en D1 avec Swansea, une victoire en finale de FA Cup en 2013 face à City avec Wigan et finira 5e lors de sa première saison à Everton en 2013-2014 avec un jeu de possession offensif et ambitieux qui le définit comme tout bon catalan qu'il est et qui plaît à la sélection. Ses échecs, comme la relégation de Wigan en 2013 juste après le titre ou les 2 saisons suivantes moyennes d'Everton précédant sa nomination, seront souvent mis sur le compte d'un effectif trop léger par rapport aux exigences demandées pour pratiquer son football. Et à l'époque, cette nomination avait pas mal divisé parce que d'un côté, t'as un profil plus tactique et porté vers l'avant que Wilmots qui pourrait fitter avec cette fameuse génération dorée, donc beaucoup jouent en première ligue, et bien sûr Lukaku qui était son principal atout offensif à Everton. Et de l'autre côté, qui dit génération dorée, dit joueur de haut niveau confirmé, un vestiaire que Martinez n'a jamais eu l'habitude de côtoyer, donc est-ce qu'il arrivera à gérer et imposer sa patte avec cet effectif? Mais avant, je voulais introduire l'autre protagoniste de cette vidéo qui, au moment de cette nomination, vient de remporter l'Euro 2016. Celui où on pouvait siffler une main Koscielny à la place de celle d'Eder, ce qui t'empêchera d'aller au contact pour pas prendre de rouge et éviter une frappe qui te fera perdre l'Euro. Quoi, je l'ai fait. Et qui se retrouve à l'apogée de sa carrière en sélection avec un moment de bravoure qui nous a particulièrement marqué pendant ce tournoi. Il reste donc 2 ans jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, le temps pour un d'enchaîner 2 Ligues des Champions avec des stats toujours aussi démentiels, une mue en 9 des surfaces parfaitement réalisée, le chemin que doit emprunter Mbappé aujourd'hui, et l'autre va littéralement rouler sur le calife dans un groupe plus qu'abordable avec un bilan de 9 victoires et 1 nul, 43 buts, meilleure attaque de la campagne avec l'Allemagne, et comme toute grande nation qui se respecte, il y a souvent des choix forts à faire, et le sien ça sera Radja Nainggolan. Auteur des 2 meilleures saisons de sa vie au plus haut niveau, Nainggolan rêve évidemment de conclure tout ça avec une grande Coupe du Monde, mais il y en a un qui ne le voit pas de cette manière, seulement 6 matchs en sélection joués pour le Ninja, dont 2 pour les qualifs. Martinez dira que c'est un choix tactique, alors oui on peut le croire au vu du profil de Nainggolan qui se projette beaucoup et est très libre, et Martinez joue souvent dans un milieu à 2 avec De Bruyne qui a déjà une grande liberté créative et offensive, donc on peut le comprendre qu'il veuille l'associer plutôt à Witsel ou Fellaini pour maintenir un certain équilibre. Ceci dit, rien ne t'empêche de le prendre en remplaçant pour varier les profils ou le faire entrer en cours de match si l'équipe perd et qu'elle doit prendre plus de risques. Après on va pas se mentir, Nainggolan c'est loin d'être le profil le moins compliqué à gérer, on se souvient du nouvel an 2018 avec son live Instagram où il était fumé comme un jambon, très bon timing ça Radja, et je pense que Martinez redoutait une mauvaise attitude s'il était remplaçant. Là où c'est lâche par contre c'est de le prendre lors du dernier rassemblement juste avant la Coupe du Monde parce que là son choix il était clairement déjà fait donc c'était pour acheter la paix et c'est vraiment pas ouf comme manière de faire. Bref, on est parti pour la Coupe du Monde 2018. Côté Portugal, CR7 entame sa compétition sur les chapeaux de roue avec un triplé contre l'Espagne malgré un match nul et au-delà de ses buts ça a été un poison dans son jeu de haut but. J'avais vraiment beaucoup aimé son match dans son rôle axial, très important dans la construction et qui a emmené de la verticalité dans un match où la Seleção n'avait évidemment pas beaucoup de ballons. Le match suivant contre le Maroc face à une équipe qui laisse moins d'espace, le Portugal est redevenu celui qu'on connaît sous Fernando Santos, trop rigide, beaucoup de mal à se procurer des occasions. Ronaldo, lui, ira tout de même de son but qui permettra au Portugal de l'emporter. Sans briller mais efficace, le Portugal se présente face à l'Iran à égalité parfaite avec l'Espagne. Et rebelote, face à une équipe d'Iran très en place, les Portugais ronronnent mais trouveront l'ouverture grâce à un externe de fou de Quaresma. Le quintuple ballon d'or obtiendra ensuite un penalty qu'il ratera et frôlera l'exclusion à la 80e minute. Et pour ne pas ranger les choses, Cédric Suarez fera une main dans la surface en toute fin de match qui permettra aux Iraniens de revenir 1-1. En sachant que 2 minutes avant, les Portugais étaient premiers du groupe et allaient trouver la Russie en 8e de finale. Là, ils vont devoir se taper leurs homologues sud-américains, l'Uruguay. Oui, le penalty là, il fait très mal. Lors du 8e de finale où la Céleste marquera très vite avec une tête de Cavani sur une ogive de Suarez et comme à son habitude se mettra à défendre très bas, la Seleção poussera pour égaliser et il parviendra à la 55e minute avec une tête de Pepe, mais qui fera une sortie aérienne ratée 7 minutes plus tard qui sera punie par ses partenaires par un Cavani en feu. Bref, score final 2-1, le Portugal sort de la compétition, mais juste avant dans la journée, Messi est sorti face à... Second poteau Pavard.
Et je pense que vous avez compris que son parcours aura de l'importance pour la suite. Pendant ce temps, dans la même compétition, la Belgique réussit un sans faute dans sa phase de groupe en balayant le Panama et la Tunisie, dans la lignée des équipes plus faibles écrasées par Roberto Martinez, et une courte victoire face à une Angleterre peu ronflante avec une équipe remaniée. C'est maintenant que les vraies choses commencent pour Roberto Martinez, et le moins qu'on puisse dire c'est que ça va être compliqué. Avec une domination timide, la Belgique se fait surprendre à 2 reprises, la HLM porte bien son nom, et c'est à ce moment-là que le Catalan décide d'enlever les MC pour faire entrer l'EFC, fini le rap, place au foot, les Belges reviennent à 2-2 au bout du temps réglementaire, renversant mais pas rassurant. Après, évidemment que tu peux être accroché, avoir du mal à marquer, te faire surprendre, mais tu dois être plus tranchant. À un moment donné, faut que tu assumes ton statut. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive à The Match. Le Brésil de Tite s'inscrivait comme l'un des gros favoris de la compétition, avec une Seleção équilibrée qui était sortie nette première des qualifs Sud. C'était le Brésil de Neymar et surtout de Coutinho Prime. Face à eux, la Belgique se présente avec un 3-4-3 modulable en 4-3-3, 4-2-3 ou 4-2-4, avec un Lukaku sur la droite et une grande liberté de mouvement pour De Bruyne et Hazard. Après un CSC de Fernandinho, la Belgique arrivera à faire le break et malgré une réduction du score de Renato Augusto, les Belges, grâce à un Hazard très bon dans la conservation, un Courtois énorme et un Brésil vraiment pas en veine, se hisseront en demi-finale. Et alors là, faut que je rétablisse 2 choses sur cette rencontre. Déjà, le match d'Hazard. Alors oui, il y a les 10 dribbles réussis sur 10, c'est super, mais bon, déjà, c'est Hazard, et surtout dans cette configuration, le Brésil était très haut après une ouverture du score précoce, lui avait souvent pas mal d'espace à exploiter devant. Et surtout, il y a des actions où il a abusé, notamment la belle ouverture de De Bruyne que j'ai préféré perso sur ce match. T'as Lukaku seul à droite, franchement, tu dois assurer le 3 là. Et la deuxième chose, c'est la performance de Roberto Martinez. Combien de fois on m'a loué ses mérites en me citant ce match? Alors qu'il faut dire ce qui est, hein, c'est un giga hold-up. Hein. La Belgique doit perdre 10 fois. Même avec une ouverture de score précoce, tu dois pas avoir aussi peu de maîtrise. Les transitions rapides étaient très bien menées en première mi-temps, mais dans l'ensemble, le manque d'opposition haute, de pressing et de contre-pressing ont fait que le Brésil arrivait à se projeter très vite vers la surface adverse et à se procurer énormément d'occasions. Oui, le Brésil c'est très fort, mais je crois qu'on minimise trop les individualités de la Belgique parce que justement c'est la Belgique, mais dans cet effectif t'as des joueurs confirmés et en plus 4 top players, donc oui, t'as le matos pour mieux faire. Bref, ce match-là va donner une crédibilité à Roberto Martinez sur laquelle il va manger longtemps. Retour à la compétition contre nous où là les Belges ont lâché les chevaux, clairement ils ont assumé leur demi-finale dans un 3-5-2 avec Hazard et Chadli en piston, et la suite vous la connaissez, un Raphaël Varane et un Hugo Lloris des grands soirs avant qu'Umtiti ne casse la démarche et que le score n'en reste là. Prestation costaud des Belges que j'avais trouvé très bon dans la récupération haute, mais je dois pointer le manque de réactivité de Roberto Martinez après l'ouverture du score. Sans revenir sur Nainggolan qui aurait pu te faire du bien à ce moment-là, donc ok tu fais sortir Dembélé pour Mertens, mais pourquoi t'attends la 80e pour faire un autre changement offensif et surtout faire sortir Fellaini qui est ton arme principale sur les centres. Ensuite, même s'il y en a eu et pas récompensé parce qu'il y avait faute de Giroud, ça manquait aussi de jeu court avec des appuis remises et de déséquilibre pour créer un petit décalage ou une frappe entrée de surface, et franchement il y avait la place, hein, parce qu'à partir de l'heure de jeu on a littéralement abandonné le ballon et défendu très bas. Et cerise sur le gâteau, t'as le dernier changement offensif à la 90e. Tu pensais quoi, sérieux, qu'il allait avoir 10 minutes de temps additionnel? Bon bah le bilan il est bon, même très bon, hein. Meilleur classement de leur histoire, les joueurs ont tenu leur rang, mais pour Roberto Martinez on reste quand même sur la retenue parce qu'il n'a pas su appuyer ou apporter ce qu'il fallait pour forcer le trait. Et c'est ça le truc, c'est qu'il y a des idées, les plans de jeu sont plutôt clairs, mais les gestions du match sont trop frileuses. Tu peux perdre, mais tu dois tenter le coup à fond parce qu'un effectif comme celui-là, t'en auras pas beaucoup d'autres. Oui, clairement, je trouve qu'il a manqué de caractère. Bref, passons à la suite et je vais parler vite fait de cette magnifique compétition qu'est la Ligue des Nations, qui n'est ni plus ni moins que le tournoi des matchs amicaux. Alors oui, c'est sympa de voir de grosses nations s'affronter, mais on est très loin de l'engouement et de l'intensité d'un Euro ou d'une Coupe du Monde. C'est toujours intéressant à regarder comme des qualifs pour observer la manière de jouer de l'équipe, mais beaucoup moins dans la gestion émotionnelle d'un match. Disons simplement que cette coupe n'est pas le baromètre le plus fiable. Dans les qualifs qui mèneront à l'Euro 2021, Roberto Martinez a une nouvelle fois écrasé une mascarade. Je suis désolé, y a pas d'autre mot. Quant à la bande de Cristiano, elle finira deuxième et qualifiée dans un groupe de qualifs qui ressemble à un groupe de qualifs et remportera la Ligue des Nations 2019. Vous pensiez que j'allais pas le mentionner, hein. On arrive à l'Euro 2021 où nos deux nations se retrouveront en 8ème après avoir fini premier de son groupe pour la Belgique qui, comme pour les qualifs, en aura eu un bien plus facile que celui du Portugal qui finira 3ème. Oui, une vieille habitude. Dans le contenu, Fernando fait du Santos, hormis un passage en 4-3-3, l'animation ne change pas trop, avec en plus un Cristiano qui a pris de l'âge et ça commence vraiment à se faire sentir. Pour la Belgique, c'est pareil, y a pas de changement fondamental dans le système, à noter le départ des deux piliers, Kompany et Fellaini, et surtout la méforme d'Hazard qui a entamé sa version éclopée du Real Madrid et qui se fera ressentir dans l'animation. Alors qu'a donné ce match de 8ème avec la rencontre des deux futurs collègues? On a une première mi-temps équilibrée avec deux blocs bien en place, peu d'occasions franches, un tir cadré partout, dont le but de Thorgan Hazard. Ouais, c'était vraiment pas fou. Et alors la deuxième mi-temps c'est encore pire, hein, puisque Kevin De Bruyne sort sur blessure, donc plus du tout de maîtrise, et on est face à une Seleção qui est toujours aussi compétente à déséquilibrer un bloc bas. Score final 1-0. Et là on va rentrer dans le vif du sujet concernant Ronaldo, mais là ça y est, on est arrivé au stade où physiquement c'est trop compliqué, il s'est fait complètement bouffer par Vermaelen, là fallait déjà commencer à réfléchir à sa conversion en sub. Pour Martinez, j'ai l'impression de revoir un Brésil-Belgique avec un adversaire moins fort. Encore une fois, oui, De Bruyne est sorti, mais pourquoi tu fais pas rentrer un milieu pour retrouver un peu de maîtrise, et surtout pourquoi tu fais des changements à la 87e et à la 95e alors que ton équipe se procure plus rien depuis le début de la deuxième mi-temps? Comme si l'analogie ne suffisait pas, la Belgique tombera face au futur champion d'Europe italien dans un match beaucoup plus sympa et ouvert, avec, comme en 2018, une belle prestation des Belges. Mais vous savez que je dois lui mettre son petit taquet à lui. Alors oui, Hazard est blessé, mais très bien remplacé par Doku qui a été monstrueux. La Belgique était un peu en dessous techniquement et ça se ressentait dans les changements de rythme et les circulations
pression haute. Mais toujours, quand tu dois rattraper un but et que tu as de l'espace dans l'axe puisque l'Italie n'a pas fermé le jeu, pourquoi pour faire entrer Mertens, tu fais sortir Tielemans alors que tu pourrais faire sortir Vermaelen en repassant à 4? Et je dis pas, oui, ça aurait pu passer puisque la Belgique s'est procuré des occasions ultra chaudes, mais vas-y, t'as envie de dire, enlève le frein à main, personne va te reprocher d'avoir tenté. Dans un enchaînement particulier dû au Covid, la Coupe du Monde aura lieu 1 an et demi plus tard, à l'hiver 2022 au Qatar. Oui, vous savez, c'est celle qu'on devait boycotter 2 semaines avant. Et vous connaissez la musique, la Belgique finit premier invaincu de son groupe de qualif, le Portugal va en barrage en finissant deuxième d'un groupe qui cette fois n'est pas vraiment plus compliqué. Les Italiens sont éliminés par la Macédoine du Nord, bref, du classique. Pour cette Coupe du Monde, on va commencer par le naufrage belge avec une courte victoire face au Canada, une débandade face au Maroc, un match clownesque de Lukaku face à la Croatie. Le verdict est sans appel, c'est la fin de Roberto Martinez. Mais attendez, parce qu'il y a son homologue portugais qui risque aussi sa tête, mais qui lui finit premier de sa phase de groupe avec un style toujours aussi pragmatique et un CR7 définitivement perdu en sélection. C'est pour ça que pour le 8ème contre la Suisse, Santos le mettra sur le banc et le remplacera par Gonzalo Ramos qui malheureusement pour Chris fera une masterclass avec un triplé. Mais heureusement pour Chris et malheureusement pour le Portugal, le quart de finale contre le Maroc sera beaucoup plus fermé et on connaît le Portugal de Fernando Santos face au bloc bas. Fin du match 1-0, Ronaldo effondré, Santos prend la porte avec une horde énervée de bravo d'avoir gâché le dernier match en CDM de Chris. Et le 9 janvier 2023, nos deux héros sont réunis pour la last dance de Ronaldo, mais qui s'apparente déjà comme étant une valse de la mort. Fait notable important, l'éternel rival de Chris enchaîne consécutivement Euro 2021 et Coupe du Monde 2022, et clairement ça sera pas anodin dans sa manière d'envisager sa fin de carrière internationale. Maintenant, honnêtement, qui a cru qu'un mec qui avait pu montrer aussi peu de caractère allait arriver à gérer l'une des plus grandes légendes de ce sport, arriver au bout du bout, et surtout en ayant l'obligation d'y arriver avec lui en titulaire indiscutable. À mon avis, la réunion a dû ressembler à ça. Bon Roberto, on va pas passer par 4 chemins, t'as Messi qui a tout raflé, t'as Santos qui nous a foutu Chris sur le banc au dernier match, donc tu te démerdes comme tu veux, mais faut que tu nous fasses gagner avec lui au centre du projet. Et imaginons, juste imaginons, parce qu'il aura 39 et 41 ans, et normalement à cet âge-là tu fais plutôt des swings avec Laurent Blanc. Donc juste, imaginons que la mayonnaise prenne pas super bien. Est-ce qu'il serait envisageable de le mettre sur le banc, voire de pas le prendre si jamais ça se passe pas très bien avec son club? Bah dans les deux cas tu sautes, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que si tu le mets sur le banc on te vire, mais si tu le sélectionnes pas on te fait exploser. Ok. Non mais c'est bien d'être franc de suite comme ça pour partir sur des basses scènes. Puis bon, en vrai l'âge, les années, c'est que des chiffres tout ça. Bon et ben let's go, on commence par l'Euro 2024 où Martinez a encore écrasé les qualifs pendant lesquels Ronaldo a marqué 10 fois. Et moi je savais il était indispensable. Doucement, le moment de vérité arrive petit. Et le pire c'est qu'il arrive de la pire des manières parce que honnêtement dans cet Euro, le Portugal est vraiment bon. Bon, ça manque encore de jeu court quand l'adversaire est bas, mais l'équipe est en place défensivement, fait pas mal circuler le ballon, les côtés sont très dynamiques avec un grand Rafael Leao et un Cancelo de fou furieux. Et puis il y a lui, 0 but dont un pénalty raté contre la Slovénie et sa réaction mythique, ce qui en dit long parce qu'on sait très bien qu'il pleure pas pour ça mais parce qu'il sait qu'il est à la ramasse de manière générale, ce qui donnera ce grand moment après son élimination contre la France. Eh tonton, l'ancien, tu gênes tout le monde là. non mais sérieusement, t'es en train de gêner tout le monde. Et on peut dire ce qu'on veut, mais comment tu vas interpréter autrement qu'il est fini quand t'en viens à être soulagé qu'il soit titulaire face à toi? En plus de ça, de l'autre côté de l'Atlantique, t'as Messi qui fait le back-to-back en Copa América, même si c'est plus l'Argentine parce que lui fait vraiment pas un grand tournoi, mais bon, le résultat est le même. Oui, je pense que la cafetière a éclaté. Suite à ça, il y aura une autre victoire en Ligue des Nations 2025 pour CR7 avec un but en finale. J'oublie toujours pas de le mentionner, même si à ce stade-là, plus personne n'est dupe. Le pessimisme concernant Roberto Martinez et Cristiano Ronaldo en vue de la Coupe du Monde 2026 est omniprésent, enfin presque. Qui va gagner la Coupe du Monde 2026? Le Portugal évidemment. La Coupe du Monde 2026 arrive et contrairement à 2024, le Portugal est amorphe. T'as ce sentiment logique que même au sein de l'équipe, personne n'y croit vraiment. Insipide pour faire bouger un bloc bas, fébrile quand elle se fait rentrer dedans. Ronaldo est dans l'upside down malgré un doublé contre l'Ouzbékistan et une réaction... Non, je n'argumenterai pas. Mais arrive les 16e et pendant un match accroché contre la Croatie, Roberto Martinez remplacera Cristiano à la 81e par Gonzalo Ramos, choix qui s'avérera payant. Et le soir, Kevin Diaz dira tout haut ce que tout le monde a ressenti à ce moment-là. Le moment de cette soirée, le moment de cette Coupe du Monde, voire le moment de l'ère Martinez, c'est au moment où il décide de sortir. 82e. Voilà, il décide de sortir Cristiano Ronaldo pour moi. De sortir Ronaldo, peu importe qu'il soit dans un bon match ou pas, qu'il ait marqué ou pas, ça change absolument rien. Ouais, je suis d'accord. Il y a personne qui pensait. Moi, autour de la table, je vous disais, faut absolument qu'il sorte Ronaldo pour le symbole. Nous, on disait qu'il allait jouer la prolongation, voilà. Il serait là pour les tirs Moi, au but. je le disais, je sais pas ce qu'en pense Gary, mais je le disais, pour moi, il fallait qu'il le sorte parce que même si t'es éliminé, c'est pas grave. Il aura tenté le coup. Au moins, juste de remplacer un joueur qui n'a pas les jambes pour jouer forcément 80 ou 120. Pour finir, c'est le moment de la Coupe du Monde du Portugal. Et là, vraiment, c'est la première fois où j'ai vraiment respecté Roberto Martinez et je me suis dit, ok,
S'il est capable de ça contre l'Espagne, le hold-up peut être envisageable. Bon, déjà ça commence mal. Pourquoi tu mets Joao Félix à la place de Léo alors que tu vas avoir des espaces à exploiter? Mais bon, passons. L'Espagne domine nettement mais pas outrageusement et à la 80e, le Portugal est toujours en vie à 0-0. Là, t'aurais dû encore le faire sortir parce qu'à ce moment du match, il y avait vraiment quelque chose à tenter et je suis persuadé que s'il l'avait fait, la défaite aurait eu un goût moins amer. Et amer, bah c'est vraiment le mot pour qualifier leur aventure commune. Parce qu'encore une fois, hein, tu sais exactement ce qui va se passer depuis le début. Et c'est dommage, si Ronaldo avait accepté d'être un complément, il aurait maximisé ses chances de gagner un autre titre majeur. Et c'est encore plus dommage de l'avoir associé à Martinez, un coach qui manque cruellement de personnalité, même si le choix s'entend puisque tous les gros coachs portugais n'étaient pas dispo à l'époque. Et surtout, est-ce qu'un sélectionneur aurait pu gérer différemment la fin de carrière internationale de Cristiano Ronaldo sans créer d'énormes tensions? Difficile à croire. Hein. Maintenant, la question la plus légitime, c'est si Messi n'avait pas tout raflé de 2021 à 2024, ou du moins n'avait pas remporté la Coupe du Monde 2022. Est-ce que Ronaldo aurait accepté de se mettre plus en retrait? Bah, je te laisse me dire ça en commentaire. Ciao.